Merci beaucoup, Monsieur Thierry, d'intervenir chez nous sur ce sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel nous avons besoin d'éclairage. Et je vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez que je passe les slides ou Non, vous... c'est bon, je vais m'en occuper. Bonjour à tous, donc merci beaucoup de m'avoir invité à cette présentation sur la question de l'artificialisation des sols et la manière dont elle est traitée actuellement à travers la réforme zéro artificialisation nette, qui est donc en cours depuis la loi climat résilience de 2021 et qui a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit dans la presse ou dans les débats parlementaires successifs qui ont eu lieu, et sur lesquels, évidemment, l'ensemble des secteurs économiques est concerné, puisque on parle bien de l'occupation des sols au niveau national, et donc c'est un sujet extrêmement transverse et éminemment important. Donc tout d'abord, je vais rappeler pourquoi est-ce que cette réforme a été portée par le gouvernement et par le ministère de la Transition écologique, en rappelant quelques chiffres sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers en France. Ces chiffres, c'est des chiffres qui viennent de la décennie 2011-2021 et qui sont agrégés au niveau national. Tout d'abord, on a 24 000 hectares par an d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont été consommés en moyenne. Donc 24 000 hectares par an à l'échelle de la France, ça représente entre 3 et 4 terrains de foot par heure. Donc c'est une consommation qui est tout à fait considérable, avec 68% de cette consommation qui est à destination de l'habitat, qui est donc de loin le secteur le plus consommateur d'espace, et avec une densité de logements. particulier. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, si vous pouvez le couper. Merci. Et donc, sur ces 68% de consommation à destination de l'habitat, on a une densité particulièrement faible des nouvelles constructions, puisque 51% de la consommation d'espace dédiée à l'habitat est dédiée à des constructions qui font moins de 8 logements par hectare. Donc 8 logements par hectare, ça représente 1300 mètres carrés par logement de surface au sol. Donc c'est tout à fait considérable, même pour des zones rurales. Aujourd'hui, on a beaucoup de zones rurales qui font largement plus de 8 logements par hectare. En fait, la densité des opérations intéressantes qu'on a en zone rurale, pour vous donner une idée, on est sur du 20-25 logements par hectare, et ça se vend tout à fait bien, encore une fois, en zone rurale. C'est des conditions de vie qui sont déjà largement acceptables et qui sont, avec 25 logements par hectare, on peut avoir des pavillons avec des jardins. Enfin, donc 8 logements par hectare, c'est vraiment très très faible. Et donc l'ensemble des territoires sont concernés par la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, puisque 60% de cette consommation a lieu en zone détendue, c'est-à-dire dans des zones où le besoin en logement n'est pas avéré, ou voire même la population et le nombre d'emplois diminuent. Malgré tout, on a une consommation d'espace qui est tout à fait importante. Donc cette réforme qui vise à réduire la consommation d'espace et l'artificialisation des sols, en fait, elle a deux objectifs distincts si on se place en zone tendue ou en zone détendue. En zone tendue, c'est de privilégier le recyclage urbain, donc la réutilisation des friches ou la densification, et de laisser les nouveaux espaces artificialisés pour des projets qui le nécessitent et qui sont particulièrement vertueux. Tandis qu'en zone détendue, la priorité, ça va être de redynamiser les centres-bourgs, notamment en consacrant les financements qui étaient précédemment consacrés à faire de l'extension urbaine, en consacrant ces financements à revitaliser les centres-bourgs, de sorte à redonner une dynamique commerciale et de vie aux centres-bourgs qui, comme vous le savez, sont un sujet qui inquiète, enfin, est un sujet qui inquiète beaucoup de Français qui vivent dans les zones rurales. Donc concrètement, si on regarde un peu sur les différents plans, les différents objectifs de la réforme, tout d'abord, la limitation de la consommation d'espace,
Elle vise à répondre à des enjeux liés à la préservation de l'environnement, puisque les sols sont à la fois le premier facteur de biodiversité en France et dans le monde, qu'ils limitent les risques d'inondation et ils stockent du carbone. Donc, d'après l'IPBES, qui est donc l'institut mondial qui correspond au GIEC, mais pour la biodiversité, l'artificialisation, c'est la première cause d'érosion de la biodiversité, donc devant les pesticides, par exemple. Et un hectare d'étalement urbain, on estime que c'est à peu près 190 à 290 tonnes de CO2 qui vont être émises. En bas à droite, là, vous avez l'ensemble des fonctions des sols, qui ont été recensées par l'ONU et qui permettent de voir un peu l'ensemble des sujets sur lesquels les sols sont impliqués et donc qui disparaissent au moment où on a une artificialisation. Donc c'est des fonctions qui vont en fait bien au-delà de la planète, évidemment, notamment quand on parle de régulation des crues, c'est une réduction des risques. Là, l'actualité récente nous a montré typiquement que dans le Pas-de-Calais, l'artificialisation non contrôlée a amené à des catastrophes absolument considérables. Et on a également l'enjeu de souveraineté alimentaire qui est important, puisque 80% des espaces consommés sur la décennie précédente étaient des espaces agricoles, et donc qui ne peuvent plus évidemment produire de denrées alimentaires. Donc, autre intérêt de la maîtrise de la consommation d'espace, c'est les bénéfices pour les habitants, puisque une ville moins étalée, ça limite les coûts de transport et ça limite la facture énergétique par ricochet. Comme je vous l'ai dit, ça permet aussi de redynamiser, notamment en zone rurale, les centres-bourgs, puisque les personnes qui habitent plus près du Ça me centre-bourg, réveille. il y a toujours quelqu'un qui a son Ouais, micro je suis allumé. fatiguée. Ouais. Comme je le disais, le fait de vivre plus proche du centre-bourg permet d'accroître l'attractivité commerciale des centres-bourgs et donc de redynamiser l'économie locale. Donc comme illustration, on a le fait que le taux de vacances des commerces en centre-ville est passé de 8% à 12% dans les petites villes et les villes moyennes, alors que la population a augmenté. Donc on a une augmentation de la population de ces villes, et dans le même temps, on a une augmentation de la vacance commerciale, qui traduit le fait que, un, les espaces sont sous-utilisés, et surtout, deux, l'attractivité commerciale des centres-villes diminue malgré une augmentation de la population, ce qui est contre-intuitif, mais en fait qui est lié à l'étalement urbain. Et par ailleurs, la facture énergétique des ménages, aujourd'hui, on estime que 10% est lié à l'augmentation de l'étalement urbain. Donc 10%, c'est tout à fait considérable puisque la facture énergétique des ménages est une des factures principales. D'un point de vue urbain, des collectivités, pardon, la limitation de l'étalement urbain a aussi beaucoup d'intérêt, notamment en termes de rénovation des espaces déjà urbanisés, puisque le fait d'avoir des friches dans les villes constitue un facteur tout à fait, enfin, qui dévalue la qualité de vie et qui dévalue, comment dire, la qualité de la ville en elle-même. Donc la rénovation des espaces déjà urbanisés est tout à fait est un sujet majeur aujourd'hui. L'amélioration du cadre de vie par le fait d'avoir de la nature, c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui quasiment unanimement par les collectivités. Et enfin, la diminution des coûts par la réduction des dépenses liées au réseau en réduisant l'étalement urbain est également quelque chose qui va intéresser les collectivités. Alors concrètement, comment va se mettre en œuvre cette réforme? Elle va se mettre en œuvre en deux étapes distinctes qui sont distinguées dans la loi. D'abord, une étape de maîtrise de l'étalement urbain, qui est une étape qui temporellement va se dérouler sur la décennie actuelle. C'est-à-dire que entre 2021 et 2031, il faut diminuer de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la décennie 2011-2021. En termes de chiffres, comme je vous l'ai dit avant, on consommait 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers en moyenne par an entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2021. Donc l'idée, c'est d'en consommer 12 000 par an sur la décennie actuelle. Donc vous voyez le graphe à côté, on a déjà une réduction en fait qui a été amorcée depuis 2011, puisqu'on est passé de 32 000 hectares consommés à 21 000 à peu près entre 2011 et 2021.
Donc il s'agit d'accélérer un peu cette dynamique qui est déjà baissière au départ. Et donc la deuxième étape de la réforme, c'est celle qui sera démarrée à partir de 2031 jusqu'à 2050, qui vise à atteindre le zéro artificialisation nette, qui est le titre de la réforme, le mot-clé, à savoir réduire l'artificialisation jusqu'à zéro. Donc, c'est-à-dire que à partir de 2050, tout espace qui serait artificialisé devrait donner lieu à un espace de même surface qui serait renaturé, de sorte à compenser à 100% l'artificialisation. Et donc, la deuxième étape de la réforme, c'est de 2031 à 2050 de tendre tendanciellement vers ce zéro. Et donc, le zéro, eh bien, à partir de 2050. Alors, comment est-ce qu'on définit une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers? Puisque à partir du moment où on a un décompte, évidemment, la question de la convention de mesure est extrêmement importante. Ce qui est inscrit dans la loi, c'est qu'on s'intéresse à la transformation réelle d'espaces naturels, agricoles et forestiers en espaces urbanisés, et ça doit être observé sur le terrain. Par conséquent, c'est le réel qui prime, en fait. C'est pas le zonage des PLU et c'est pas les autorisations d'urbanisme. C'est-à-dire qu'un permis de construire, qui est délivré par la mairie, c'est pas le moment où on va considérer que l'espace est consommé. C'est le moment où on démarre les travaux, en fait, où on considère que l'espace est consommé. De la même manière, une commune qui va zoner en zone, enfin, qui va rendre constructible une parcelle, c'est pas de la consommation. La consommation, c'est le moment où la zone constructible va devenir construite, enfin, où on démarre le chantier dessus. Donc on est bien sur de l'observation du réel. Et ensuite, concrètement, sur la définition de ce que ça veut dire entre urbanisé et pas urbanisé, en fait, on va s'intéresser notamment, enfin, il y a un faisceau d'indices jurisprudentiels qui va permettre de l'éclairer, mais en gros, ça revient à dire que c'est ce qui est desservi par des réseaux où il y a du bâtiment, enfin voilà, enfin c'est ce type donc les voies de circulation, les bâtiments, les espaces enherbés autour des bâtiments, etc. Tout ça, c'est des choses artificialisées. Alors l'observation, donc comment est-ce qu'on observe et qu'on suit ça? Donc c'est accessible à tout le monde sur l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. L'État met à disposition les données de consommation d'espace à l'échelle communale. Donc vous pouvez tous aller le voir si vous le souhaitez. On a donc à l'échelle communale, à l'échelle des régions et à l'échelle nationale sur à partir de 2011, la consommation d'espace et la répartition, vous voyez en bas à droite, du flux de consommation d'espace par destination, entre l'habitat, les activités, les infrastructures. Ce qui permet de comprendre un peu les dynamiques des différents territoires et de déterminer quels sont les secteurs sur lesquels les collectivités ont intérêt à agir prioritairement. Et donc, par ailleurs, les collectivités vont créer ont pour la loi leur fixe l'objectif, enfin, comment dire, la consigne de rendre des rapports triennaux de suivi de l'artificialisation, donc tous les 3 ans. Les communes vont devoir s'appuyer sur ces données pour rendre un rapport sur ce qui se passe sur leur territoire et essayer d'évaluer quels sont les déterminants de la consommation d'espace chez elles. Donc, quels sont les secteurs qui artificialisent, pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont mis en place et à quelle dynamique ça correspond. Donc, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, comme je vous l'ai dit, c'est pour la première étape de la réforme, 2021-2031. Et à partir de la deuxième étape de la réforme, à partir de 2031, on passe sur un autre concept qui est celui d'artificialisation. Euh, Donc, c'est un changement de ce qu'on observe. Dans un cas, on observe l'étalement urbain, l'étalement des zones qui sont desservies par des réseaux, où il y a des bâtiments, etc. À partir de 2031, on passe sur l'observation de ce qui est artificialisé. Et donc, comment est-ce que l'artificialisation a été définie dans la loi? C'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. La différence principale avec ce dont on parlait avant, c'est qu'avant, uniquement l'usage comptait. Quand je vous disais que la manière dont on détermine la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est que précisément, ça n'est plus à usage agricole, naturel ou forestier. Tandis que dans le cas de l'artificialisation,
on s'intéresse certes à l'usage, mais également à l'occupation. La différence majeure, ça va être par exemple que chez un particulier, un espace arboré, donc avec des arbres, pourra être décompté comme non artificialisé, puisque on va être dans le cas où les fonctions écologiques des sols vont être préservées. Donc, de la même manière que pour la consommation des NAF, l'artificialisation, ça se fait sur le réel. C'est pas au niveau des documents de planification, c'est pas au niveau du projet. Pardon, c'est pas au niveau du projet, c'est au niveau de. On observe ce qui se passe en réel. À partir de la carte, on découpe, enfin, on observe là où les fonctions écologiques des sols sont préservées ou non. Et ensuite, la manière de l'appliquer, donc la diminution, quand on parle de diminution jusqu'au zéro artificialisation nette, ça va systématiquement être au niveau des documents de planification et d'urbanisme, jamais au niveau d'un projet. C'est-à-dire que c'est le document de planification et d'urbanisme qui va dire que cette zone-là, elle est autorisée à l'urbanisation. Et ensuite, le projet va pouvoir s'implanter dessus, mais au niveau du projet, on ne va jamais demander une compensation d'artificialisation au porteur du projet. C'est en fait la quantité de zones ouvertes à l'urbanisation qui est pilotée. Mais une fois que vous vous implantez sur une zone ouverte à l'urbanisation, il n'y a aucune notion de compensation ou d'autorisation ou quoi. Enfin, c'est fait en amont à un moment de la rédaction du PLU. Ce qui est une différence majeure par rapport au régime d'autorisation environnementale, par exemple, où là, c'est fait projet par projet. Bon, ça, je ne vais pas vous le dire en détail, mais c'est la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées qui a été publié en novembre 2023 dans le décret nomenclature en application du ZAN, de la loi ZAN, et donc qui permet de déterminer ce qui est artificialisé ou ce qui est non artificialisé. Encore une fois, ça s'appuie sur les. Le découpage entre les deux s'appuie sur le fait de préserver ou non les fonctions écologiques des sols. Pour observer tout ça, on est actuellement en train de déployer une base de données d'occupation des sols à grande échelle avec l'IGN, donc l'Institut géographique national, euh, qui s'appuie sur des photographies aériennes, vous voyez, qui sont ensuite retraitées pour avoir la couverture des sols. Donc la couverture des sols, c'est est-ce que c'est du bâti, est-ce que c'est de l'herbe, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est des arbres. Ensuite, l'usage des sols. Donc, usage sportif, résidentiel, commercial, logistique, de bureaux, des voies, des infrastructures. Et en fait, quand on croise l'usage du sol et la couverture du sol, ça nous donne le fait que la surface est artificialisée ou non, en fonction de la nomenclature que j'ai montrée. Ah, mais pardon, j'ai oublié de passer les slides en fait. Donc, je vous disais, ça c'est la nomenclature, et donc la manière dont elle se traduit, voilà. C'est donc on a la photo aérienne, la couverture du sol, qui est croisée avec l'usage du sol, et ça donne, en application du tableau juste avant, qui est ici, ça donne les surfaces artificialisées et non artificialisées. Donc, tout comme pour la consommation d'espace, ces données sont disponibles gratuitement en ligne et tout le monde y a accès. Normalement, l'ensemble des départements français sera couvert d'ici mi-2025. Actuellement, il y a à peu près, il me semble, une vingtaine de départements qui sont déjà couverts. Et donc, c'est en cours de couverture progressivement. Voilà, bah, en fait, c'est marqué ici. Donc, vous voyez, bon, c'est au 20 novembre, donc ça a un peu changé depuis. Mais donc, au 20 novembre, on avait 14 départements livrés. En réalité, maintenant, on a un peu plus, je crois qu'on est à 25 départements. Mais donc, ça permet de se faire une idée au niveau, enfin, concrètement, sur chaque territoire. Donc, la manière dont va se décliner le zéro artificialisation nette en termes d'autorité administrative, c'est que, comme je vous le disais, la déclinaison se fait au niveau des plans d'urbanisme, pas au niveau projet par projet. Donc, on a fixé un objectif national de division par deux de la consommation des NAF sur la décennie actuelle. Ça, c'est le niveau national. Comment est-ce que ça se répercute au niveau des régions? Eh bien, chaque région doit diviser par deux sa consommation. Donc là, c'est arithmétique. Pour obtenir l'objectif national, au niveau régional, chaque région doit diviser par deux sa consommation. Il y a un certain nombre de projets dont on tient compte au niveau national. Ça s'appelle c'est les projets d'envergure nationale et européenne.
qui sont décomptés dans une enveloppe qui est nationale. C'est une sorte de péréquation entre les régions, puisque quand on construit une infrastructure qui a un intérêt national, on n'a pas envie qu'elle pèse spécifiquement sur le décompte de consommation de la région. Donc c'est 12 500 hectares qui sont actuellement en cours de consultation, enfin la liste est en cours de consultation, qui sont décomptés au niveau national. Donc le niveau régional doit réduire de moitié sa consommation d'espace, et le niveau régional, lui, il peut répartir l'effort entre les différentes zones au sein de la région. Il peut le répartir à travers donc, les deux échelons qui sont en dessous. En termes d'urbanisme, on parle de SCOT, les schémas de cohérence territoriale, et de PLU, les plans locaux d'urbanisme. Concrètement, la région, elle va, à travers son schéma régional, dire que tel SCOT doit réduire de 60% sa consommation, alors que tel autre doit réduire de 40%, ou que tel PLU doit réduire de 30% et tel autre PLU de 70%. Donc là, la région, elle a un vrai pouvoir de répartir les hectares autorisés de manière à faire un projet cohérent sur le plan régional et d'aménagement, et donc s'assurer que les hectares sont consommés aux endroits qui en ont réellement besoin et selon des volontés politiques. Cette répartition au niveau régional, elle doit se faire avant le 22 novembre 2024, c'est dans pas très longtemps, à travers les schémas régionaux qu'on appelle les SRADET. En Île-de-France, c'est le SDRIF, en Corse, c'est le PADUC, et en Outre-mer, c'est les SAR. Mais bon, c'est tous des schémas régionaux. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc ces schémas régionaux, ils vont être mis en consultation du public normalement dans les prochains mois. Et donc l'ensemble de la société civile pourra réagir sur ces schémas régionaux. Actuellement, ils sont tous en cours de révision, puisqu'ils doivent être révisés avant le 22 novembre 2024 pour intégrer cet objectif et le ventiler au niveau des échelons inférieurs. Ensuite, avant le 22 février 2027, ce sont les schémas de cohérence territoriale qui vont qui vont devoir être révisés pour intégrer l'objectif. Et avant le 22 février 2028, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. Bon, concrètement, les plans locaux d'urbanisme et les SCOT peuvent être révisés en avance, hein. C'est la deadline, 22 février 2027 et 22 février 2028. Mais il y en a déjà pas mal en fait qui sont déjà en cours de révision. Alors la manière dont la région va pouvoir territorialiser, en tout cas la manière dont c'est inscrit dans la loi les objectifs de territorialisation, ils s'appuient sur les spécificités des territoires, comme je vous le disais. Donc les différents critères qui peuvent être utilisés, c'est tout d'abord la préservation et la valorisation des espaces agricoles et le maintien des enjeux agricoles puisque la protection des espaces agricoles, évidemment, doit se faire aux endroits où il y a le plus d'intérêt de protéger les espaces agricoles. Ensuite, en fonction de la quantité d'espace déjà artificialisé qui peut être mobilisé, ça veut dire que on va donner moins d'hectares, en tout cas, les régions ont tout intérêt à donner moins d'hectares aux collectivités qui possèdent des friches à réhabiliter pour réserver leurs hectares à celles qui ne possèdent pas de friches à réhabiliter. Ensuite, en fonction des efforts de sobriété foncière qui sont déjà entrepris par le passé pour éviter de pénaliser les bons élèves. Évidemment, en fonction des besoins démographiques et économiques, de sorte à favoriser le développement des collectivités qui ont le plus de potentiel économique et démographique et des besoins de consommation d'espace. Et enfin, en prenant en compte l'équilibre du territoire et l'adaptation aux risques naturels. Pour l'adaptation aux risques naturels, on pense notamment à celles qui sont touchées par le recul du trait de côte, pour pouvoir leur réserver des espaces qui leur permettent de relocaliser les activités qui seraient submergées à horizon 2050. Donc, comme je vous l'ai dit, la région, elle a vraiment un rôle pivot qui est en cours, enfin aujourd'hui, qui s'exerce à travers le fait de réviser son SRADET, qui permet de territorialiser l'effort de réduction de consommation et d'avoir une trajectoire vers le ZAN qui soit différenciée en fonction des territoires au sein de la région. Donc pour ça, elle va fixer, au-delà de la consommation d'espace pour la décennie actuelle, elle va fixer un effort de réduction par tranche de 10 ans jusqu'à 2050. Et elle va, pour la décennie actuelle, fixer un effort de 54,5% de réduction. Les 4,5% de réduction supplémentaire, en fait, c'est
c'est les projets d'envergure nationale et européenne dont j'ai parlé avant qui sont pris dans le décompte national. En fait, c'est une mutualisation de 4,5% de la consommation de chaque région. Donc, pour maintenir la réduction de moitié à l'échelle nationale, il faut du coup qu'elle réduise non pas de 50%, mais de 54,5%. C'est la raison du petit écart, en fait, c'est les projets nationaux. Et donc, en plus de ces objectifs, la région, elle doit juste tenir compte elle doit tenir compte de deux garanties qui ont été mises en place en 2023, à l'été 2023 par la loi ZAN qui est passée cet été, qui sont d'une part la garantie communale, qui assure à chaque commune de toute la France 1 hectare de consommation d'espace autorisé. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas décompté, mais c'est simplement que la région, dans sa répartition, elle ne peut pas priver intégralement une commune de consommer des espaces. Elle doit nécessairement laisser 1 hectare de consommation d'espace à l'ensemble des communes. Et une garantie relative au trait de côte, donc ça c'est ce que j'évoquais avant, pour les communes qui vont avoir une partie de leur territoire qui va être submergée par l'érosion du trait de côte. On autorise, la, la- la répartition de la région doit nécessairement permettre à ces communes de se replier, de replier les activités qui vont se faire submerger sur des terres agricoles naturelles, agricoles et forestières. Par ailleurs, la région a la possibilité de faire exactement ce que l'État fait au niveau national, une liste de projets où elle mutualise la consommation. Donc ça s'appelle, c'est des projets d'envergure régionale où, pour ne pas peser sur la consommation d'une collectivité au sein de la région peut dire qu'elle décompte au niveau régional la consommation d'espace parce que c'est un projet qui a un intérêt pour l'ensemble de la région et qu'elle veut s'assurer du fait que ce projet pourra bel et bien être réalisé. Et enfin, il existe une commission régionale de conciliation pour les désaccords entre la région et l'État sur les différentes listes de projets. Voilà, donc j'ai un peu fini l'exposé. Donc en termes de ressources, si jamais vous vous intéressez à la question, il y a un guide synthétique de 16 pages qui reprend un peu tout ce que j'ai dit. Et après, si vous vous intéressez vraiment beaucoup à la question, il y a 4 fascicules qui sont plus longs, qui sont plutôt à destination des collectivités et des services de l'État, mais qui chacun ont un intérêt, comment dire, différent, un objectif différent, qui permet de, notamment le quatrième, qui résume un peu les outils mis à disposition des collectivités, les acteurs qui sont impliqués sur la mise en œuvre de cette réforme qui peut vous intéresser. Et donc pour conclure, j'aimerais juste bien insister sur quelques sujets, quelques fake news qui ont été diffusés dans la presse. Donc l'atteinte du ZAN, ça ne signifie pas l'arrêt de toute construction. Déjà, au-delà de 2050, on aura toujours la possibilité de renaturer. Et par ailleurs, le zéro, c'est bel et bien en 2050. Sur la décennie actuelle, on est seulement sur une réduction de moitié de la consommation d'espace. Ensuite, la réforme, elle est progressive, puisqu'elle s'inscrit dans une réduction maîtrisée jusqu'à 2050, et elle s'inscrit dans une diminution qui était déjà existante de la consommation d'espace. L'effort de réduction, vous l'avez bien compris, il est territorialisé, avec le rôle pivot des régions qui peuvent choisir, qui peuvent vraiment développer une politique d'aménagement par cette territorialisation et faire passer des activités, des collectivités, enfin mettre des réelles priorités en fonction des besoins des territoires. Et ensuite, en termes de marge pour optimiser la densité et pour s'inscrire dans cette réduction de moitié sur la décennie actuelle, on a des marges très importantes, notamment au niveau du logement, qui est le premier consommateur d'espace, puisque les projets avec une densité de moins de 8 logements par hectare, aujourd'hui, sont tout à fait évitables sans pour autant absolument pas remettre en cause la qualité de vie ou la qualité de ces projets, puisque aujourd'hui, en fait, la plupart des habitants vont sur des projets où on est plutôt sur du 20 logements hectares. Simplement, les quelques habitants qui vont sur des projets, c'est beaucoup plus étendu, bah, par définition, ils consomment beaucoup plus d'espace. Mais en réalité, les aspirations à avoir un pavillon, c'est rarement l'aspiration d'avoir un pavillon plus 1200 mètres carrés. Par ailleurs, on parle uniquement de nouvelles constructions. Aujourd'hui, on sait que 90% du bâti de 2050,
il est déjà bâti. Et en fait, les pavillons qui existent déjà aujourd'hui, ils existent, de fait. Donc, on n'est pas non plus en train de dire qu'on va densifier l'existant. On parle uniquement des nouveaux projets. La densification de l'existant, enfin, les bâtiments qui existent déjà aujourd'hui, ils continueront à exister. Et donc, à ce titre-là, la vie pavillonnaire a encore de très beaux jours devant elle. Et enfin, l'État accompagne fortement les territoires. Donc, bon, on peut citer notamment le fonds vert qui a été pérennisé pour réhabiliter les friches. On peut citer les établissements publics fonciers qui permettent de faire des projets en requalification de friches ou en requalification de ZAE ou en requalification de centres-bourgs qui permettent de faire à la fois des projets qualitatifs et qui vont améliorer la qualité de vie, la qualité du paysage, mais également d'apporter des financements de l'État tout à fait importants pour pouvoir permettre aux territoires de s'adapter. Et donc les prochaines étapes, donc en 2024, on a l'arrêté ministériel qui dresse la liste des projets d'envergure nationale et européenne qui va sortir. Donc actuellement, il est en consultation auprès des régions. Les régions réagissent sur la proposition de l'État. On déploie des formations au niveau des services de l'État et des collectivités territoriales pour que la mise en œuvre de la réforme se fasse au mieux. On poursuit les réflexions sur les leviers fiscaux et économiques. Notamment, la loi climat résilience prévoit un rapport sur la fiscalité foncière pour la mettre, mettre en cohérence les outils fiscaux et la réforme. Et enfin, la révision des SRADET, donc les schémas régionaux, qui sont actuellement en cours et qui devront être faits avant le 22 novembre 2024 et sur laquelle l'ensemble des acteurs de la société civile seront mobilisés pour réagir dans les prochains mois. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On peut passer à un petit temps d'échange questions-réponses si ça vous convient. J'ai déjà une main levée. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Thierry. C'était très intéressant et très clair cette présentation. J'aurais deux questions de contexte. C'est la première. Vous mentionnez les 24 000 hectares consommés chaque année. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, de la renaturation spontanée? Est-ce qu'elle est décomptée? Est-ce qu'elle est comptabilisée? Première question. Deuxième question, je vois une donnée extrêmement frappante pour des acteurs économiques, c'est que en fait, la loi ZAN adresse d'abord un problème qui est la consommation de foncier à usage d'habitation. Est-ce qu'il a été envisagé à un moment de sectoriser des objectifs ZAN par typologie d'usage? Parce que je vous livre mon sentiment, c'est-à-dire qu'on met en place une réforme dont les objectifs sont nécessaires et importants, mais qui va exercer une contrainte plus forte sur des acteurs qui ne sont pas forcément les plus consommateurs d'espace. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur la sectorisation de ces efforts? Très bien, bah, je vais répondre tout de suite. Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors tout d'abord sur les 24 000 hectares et la prise en compte de la renaturation, il faut savoir qu'entre 2011 et 2021, la renaturation est tout à fait négligeable en termes de volume. Il n'y en a quasiment pas. Donc là, on commence vraiment à lancer la dynamique sur la renaturation, notamment dans le fonds vert. Il y a une mesure renaturation donc, qui permet de financer un certain nombre de projets de renaturation. Et la loi de 2023, la loi ZAN de 2023, permet de prendre en compte la renaturation comme de la consommation négative d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc c'est effectivement décompté dans l'autre sens. On est bien sur du net euh, à ce titre-là, et donc ça a vocation à encourager les collectivités en fait à renaturer. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit intéressant de renaturer une friche. Si on a une friche qui est au milieu d'une zone agricole, par exemple, grâce à cette disposition. On peut renaturer un hectare de friche au milieu de la zone agricole pour pouvoir consommer un hectare d'espace naturel agricole ou forestier à proximité d'une ZAE. En fait, ça permet de laisser de la souplesse pour les collectivités pour organiser leur territoire et compter en fait comme bénéfique le fait qu'elles renaturent. Donc là-dessus, effectivement, c'est compté, mais simplement, il n'y avait quasiment pas de renaturation dans la décennie précédente. Ensuite, sur la question de l'usage, de la sectorisation par type d'usage,
il n'y a pas de sectorisation au niveau national pour une raison simple qui est que la compétence d'aménagement du territoire a vraiment été décentralisée au cours des 10 dernières années vers les collectivités territoriales. Donc la région, à travers son SRADET, peut donner des orientations. Et pour le coup, ensuite, le SCOT et les PLU, ils peuvent vraiment sectoriser. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du SDRIF, donc c'est le schéma régional d'Île-de-France, pardon, qui, lui, il permet, par exemple, dans le SDRIF, il y a des pastilles, on appelle ça des pastilles, donc c'est des nombres d'hectares, en fait, d'une couleur. Donc il y a des pastilles de la couleur logistique, des pastilles de la couleur industrielle, des pastilles de la couleur habitation, qui sont réparties par commune et donc, les communes ont le droit de consommer tant d'espace pour tel usage. Donc, la région Île-de-France sectorise en fonction de l'usage, de sorte à pouvoir vraiment maîtriser son développement, justement, et faire une répartition qui correspond à une vraie politique d'aménagement. Et ensuite, au niveau des PLU, donc des plans locaux d'urbanisme, lorsqu'on fait une ouverture à l'urbanisme, donc quand une zone est passée en zone à urbaniser, il y a la possibilité dans les PLU, pareil, de sectoriser, c'est-à-dire de dire que cette parcelle-là, elle est ouverte à l'urbanisme pour tel type de projet, et non pas pour n'importe quel projet. Donc ça permet ensuite au niveau des collectivités de vraiment parcelle par parcelle définir quel type d'usage elles veulent. Et donc à ce titre-là, elles peuvent déterminer vers quel secteur elles veulent prioriser leur consommation d'espace. Donc lorsqu'on dit que c'est donc autant le décompte, il est sur tous les usages, mais ensuite sur quel usage elles veulent porter leur effort, les collectivités ont vraiment tous les outils juridiques pour faire des choix. Voilà, je ne sais pas s'il y avait il y a d'autres questions, je vois. Oui, tout à fait. Donc, il y a Franck. Franck, je te laisse la parole. Merci. Oui. Merci. Bonjour Franck Puarel, donc de TLF. Une petite question concernant donc quelque chose qui a l'air de toute façon d'être encore une finalisation, là, la liste des projets d'envergure nationale. Donc, si j'ai bien compris, c'est encore d'arbitrage. Sur quelle cette notion d'envergure nationale, quelle en est la définition très concrète? Exemple, alors un exemple dont je suis à peu près certain de la réponse, mais qui est, par exemple, on veut créer une. Alors, je reviens sur notre spécificité logistique. On veut créer un chantier de transport combiné euh, dans une zone jusqu'à présent, voilà, non, enfin, qui n'est pas une friche et une zone naturelle. Bon. Et ce chantier, cette gare ou ce terminal de transport combiné, évidemment, a vocation à faire de la logistique, au moins d'un point de vue national, voire international. Donc ça, je suis à peu près certain que ça va rentrer dans la liste. Mais au-delà de ce type d'exemple assez évident, est-ce qu'une grande plateforme logistique d'échange, ou grande ou moyenne du reste, peut être considérée comme cette infrastructure d'envergure nationale, ou quels sont les critères précis, objectifs de définition de cette notion? Alors, comme vous l'avez dit, donc la liste, elle est effectivement actuellement en cours d'arbitrage par le ministre. Donc sur la notion d'envergure nationale, en fait, il y a deux notions. Il y a le fait que ce soit d'envergure nationale et européenne, et par ailleurs d'intérêt général majeur. Donc ces deux notions qui ont été en fait créées à l'occasion de la loi ZAN et qui par conséquent ont encore à être éprouvées. C'est-à-dire que la construction juridique, on peut le regretter ou pas, mais en tout cas, elle se fait aussi par la jurisprudence. Et de fait, sur ce sujet-là, on n'a pas de jurisprudence, puisque pour l'instant, on n'a pas encore eu d'utilisation de ces concepts, à part dans la définition qui est donnée dans la loi. Donc, dans la loi, comment dire, la typologie de ce qui peut être d'intérêt général majeur est décrite, des catégories. Et malheureusement, enfin malheureusement encore une fois, ensuite il y a un arbitrage qui va être réalisé au niveau ministériel et sur lequel pour le coup j'ai absolument pas la main. Donc sur votre exemple, dans l'absolu, j'ai envie de dire que ça pourrait être considéré. Après, il y a un arbitrage à faire tant sur l'enveloppe des 12 500 hectares que sur l'aspect juridique. Mais en réalité, je pense que c'est aujourd'hui plutôt les 12 500 hectares qui restreignent le choix que l'aspect juridique. Oui. Donc potentiellement, ça veut dire que comme la notion n'est pas
objectiver véritablement que potentiellement il pourrait y avoir des recours si jamais il y Bah, avait des arbitrages enfin voilà, on peut le supposer quoi. vu le nombre de projets que ça touche, ne Il y en a, serait-ce qu'au il y en a niveau combien des... précisément? euh, alors précisément, je n'ai pas du tout en tête, Pas mais précis, oui, c'est de ça fait l'ordre de. plusieurs centaines de projets. Ah ouais, ouais, d'accord, oui. 12 500 hectares, c'est considérable quand même. Mhm. Donc, de fait, sur un arrêté qui va concerner un nombre aussi important de projets, et nécessairement dans le tas des projets qui peuvent faire l'objet de certaines contestations par certains acteurs, bon, il est difficile d'imaginer, surtout vu le nombre de recours qu'il y a sur l'ensemble des projets au niveau national à chaque fois que ça touche à des considérations environnementales, difficile d'imaginer qu'il n'y ait aucun recours du tout. Mais oui, mais Euh, alors dans ma question, c'est- pardon, j'entends bien, mais dans ma question, il y avait des recours, mais c'était plutôt des recours de dépositaires de projets plus que vous voyez, d'usagers, enfin d'usagers ou de citoyens qui pourraient se dire, se considérer comme victimes de ces projets-là. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, c'est plutôt les recours des opposants qu'on enregistre que les recours des porteurs. Or là, il pourrait y avoir des porteurs de projets dont le projet ne serait pas retenu, qui pourraient là aussi tenter des recours dans la mesure où finalement la notion elle n'est pas véritablement fixée, quoi. Disons que dans ce Voilà. sens-là, ça me paraît plus compliqué parce que comme l'enveloppe est limitée, euh, le juge serait quand même bien en peine de revoir l'intégralité de l'arbitrage qui sera réalisé par le ministre en opportunité. C'est-à-dire que, en fait, de fait, comme l'enveloppe est limitée, on ne peut pas prendre l'ensemble des projets d'intérêt général majeur. S'il y en a, enfin, donc, c'est quand même un recours, c'est plus difficile dans ce sens que dans l'autre sens où on contesterait le fait qu'un projet qui est dans la liste soit d'intérêt général majeur. Vous voyez. Ouais, 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 d'accord. Ok, merci. Merci beaucoup, Maxime. Oui, bonjour, je suis Maxime Forest, France Logistique. Donc, on rassemble les acteurs du secteur et TLF est l'un de nos éminents membres fondateurs. J'ai 3 questions. Je propose de vous les donner en vrac et comme ça, ensuite, vous choisissez lesquelles vous souhaitez aborder sans prendre trop de temps. Déjà, un message de remerciement pour cette démarche d'échange avec les acteurs économiques. Enfin, à titre personnel, j'apprécie beaucoup la démarche. Mes 3 questions. La première, aujourd'hui, en 2024, quel est le mécanisme qui empêche un maire de délivrer trop de permis de construire, je dirais, parce qu'on peut imaginer qu'avant la mise à jour des PLU, les permis de construire pourraient être délivrés à un niveau qui remettrait en cause l'atteinte de l'objectif en 2031. Donc finalement, avant la mise à jour des PLU, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, quel est le mécanisme qui contraint les autorisations qui sont délivrées? C'est la première question. La deuxième, j'étais preneur de votre avis un peu général sur la manière dont les régions sont en train de mettre à jour les SRADET. Donc, vous nous avez donné un exemple intéressant sur l'Île-de-France. Moi, je vous livre une citation que j'ai entendue d'un élu de conseil régional que je ne vais pas citer. Il m'a dit: les régions sont en train de faire un refus d'obstacle. Le rôle politique que leur donne la loi est trop fort et elles ne souhaitent pas prioriser les activités économiques et prioriser les territoires entre eux. Donc, d'une certaine manière, elles refusent de jouer le jeu. Et voilà, est-ce que vous pouvez réagir à cette citation? Et puis la troisième question, est-ce que vous savez comment l'objectif ou l'ambition de la France se compare à ses voisins européens? À quel point cet objectif de ZAN est plus ambitieux, moins ambitieux que le reste de l'Europe? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions pas complètement simples. Non, pour la première question, c'est plutôt simple. Donc pour le mécanisme qui empêcherait un maire de délivrer trop de permis, aujourd'hui, alors pour les maires qui voudraient faire attention, donc il y a deux cas, hein. Le maire qui ferait exprès de délivrer trop de permis et le maire qui serait embêté parce qu'il n'a pas le document au-dessus de lui qui a été révisé et donc qui ne sait pas s'il peut ou pas. Donc pour le cas du maire, disons de bonne volonté, qui veut faire en sorte de ne pas trop délivrer de permis, mais en même temps qui doit quand même statuer sur ces autorisations d'urbanisme qu'on demande, en fait on a créé dans la loi un sursis à statuer jusqu'à révision des documents. Donc aujourd'hui, hein, en fait, normalement, un maire, quand il y a une autorisation d'urbanisme qui lui est soumise, il ne peut pas dire je statuerai dans 2 ans. Il doit statuer tout de suite, sinon c'est passible de, enfin je sais plus quel est le délai, mais sinon c'est passible de recours. Donc, on a créé un sursis à statuer qui permet au maire de dire, tant que le SRADET, le SCOT et le PLU ne sont pas révisés, je sursois à statuer sur cette autorisation d'urbanisme, donc je ne vous dis ni oui ni non.
de sorte à pouvoir se préserver des marges de manœuvre. Ça, c'est pour le maire de bonne volonté. Pour le maire de mauvaise volonté, effectivement, il n'y a pas de mécanisme de contrôle qui permet d'empêcher des maires de délivrer beaucoup d'autorisations d'urbanisme. Mais par contre, en 2031, on fera le compte de ce qui a été consommé sur la décennie. Et ce qui aura été consommé en trop se répercutera sur la décennie suivante. Puisque, je vous l'ai dit, la réduction de consommation, elle se fait par tranche de 10 ans, territorialisée par le SRADET. Et donc, par conséquent, si quelqu'un a consommé déjà ce que la tranche suivante lui permet de consommer, bah, du coup, sur la tranche suivante, il aura zéro, enfin, ou en tout cas moins de consommation possible d'un point de vue légal. Donc, en fait, le fait de consommer rapidement maintenant, ça fait qu'il se lie les mains pour la suite. Donc, c'est pas forcément très avantageux pour le territoire qui risquerait du coup de brader un peu son territoire aujourd'hui pour ensuite passer à côté de projets intéressants plus tard. Que je pense que bon, globalement, des échanges que j'ai pu avoir avec des élus locaux, ils sont quand même plutôt conscients de ça. Il y a assez peu d'élus locaux qui semblent être vraiment dans une dynamique où ils se disent qu'ils vont brader leur territoire maintenant. Bon. Donc ça, c'est pour la question sur les maires. Ensuite, sur la question du refus d'obstacle des régions. Donc, étant donné que je suis enregistré, un peu difficile de répondre. En soi, c'est une réponse déjà. Donc, je dirais que les régions ont toute la latitude que leur laisse la loi et elles ont effectivement, comme je l'ai dit, un rôle pivot qui leur confère une grande responsabilité sur l'aménagement du territoire qu'elles n'avaient pas et qui est tout à fait nouvelle, hein. Je veux dire, les SRADET, c'était un peu la première intention des SRADET qui sont très récents, hein, qui datent des grandes régions. On est seulement à la deuxième mouture des SRADET. Euh, et donc, c'est une compétence d'aménagement du territoire qui est tout à fait nouvelle pour les régions et tout à fait considérable, et surtout dans un moment où, en fait, on est en pleine tension, puisque la conséquence du ZAN, c'est la raréfaction du foncier, c'est de se rendre compte que le foncier, c'est une concurrence exacerbée. Les agriculteurs nous l'ont encore récemment montré sur des questions de conserver des terres agricoles. Tout ça, enfin, globalement, on a quand même un sujet qui monte de tension au niveau de l'usage du foncier. Et c'est dans ce contexte-là que les régions récupèrent effectivement ce rôle extrêmement important et pivot qui est de faire des arbitrages politiques assumés entre les territoires. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est effectivement un rôle considérable et tout à fait déterminant. Après, sur la manière dont elles l'appliquent en local et les choix politiques qu'elles font, voilà, c'est pas à moi d'en juger, de juger de l'opportunité des choix que font les régions. Ok, Et merci. pour finir sur l'ambition française par rapport à l'Union européenne, alors on est le seul pays qui a une ambition de ce type-là au niveau national. Mais ça répond notamment en fait à notre structure plus centralisée que les autres. C'est-à-dire que dans la plupart des autres pays européens, là où la comparaison est difficile, c'est que dans la plupart des autres pays européens, ils ont une compétence vraiment très décentralisée sur l'aménagement. Et donc, ce serait pas dans la culture, quoi qu'il en soit, des pays de prendre des décisions au niveau national sur ce que peuvent faire les collectivités au niveau local en termes d'urbanisme. Par contre, si on regarde en Allemagne, parce qu'on se compare tout le temps à l'Allemagne, en Allemagne, il y a des lenders qui ont décidé d'avoir des politiques ambitieuses sur le plan de la sobriété foncière. Alors, je ne les ai pas en tête parce qu'il y a beaucoup de lenders différents. Mais il y a un rapport du Sénat qui a été fait là-dessus, hein, si ça vous intéresse, sur la comparaison entre la France et les autres pays européens au niveau du ZAN. Bon, la conclusion du rapport, c'était qu'il y a finalement il y a des endroits où ils font moins, il y a des endroits où ils font des choses qui ressemblent un peu, mais par contre, personne ne le fait au niveau central. Ça, c'est une spécificité française. Et pour vous dire quand même que le sujet monte au niveau européen, au-delà des contestations agricoles qui sont toujours dans tous les pays européens, qui montrent qu'il y a quand même un sujet sur l'usage de la terre, il y a une directive sol qui est en cours de négociation à l'Union européenne, qui a été portée assez fortement par la présidence espagnole au deuxième semestre 2023, qui maintenant est très portée par la présidence belge euh, et qui a donné lieu à beaucoup d'échanges au Parlement. Donc peut-être que la directive pourrait atterrir à la fin de l'année 2024, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un sujet sur lequel les pays se mobilisent. Alors la directive ne reviendra pas, enfin,
n'est plutôt sur des questions d'observation, de définition de l'artificialisation, de l'imperméabilisation, de ce que c'est un sol en bonne santé ou pas. Ça a une visée plus observationnelle et scientifique. Mais ça montre quand même que le sujet, il est, enfin, c'est un vrai sujet entre les États membres au sein de l'Union, quoi. C'est pas une lubie bizarre de la France qui est toute seule. Et d'ailleurs, la présidence belge était très, très preneuse de nos compétences qu'on a développées sur les fonctions des sols et de l'encadrement des fonctions des sols, la traduction dans la loi à travers Lausanne. On a encore échangé la semaine dernière avec la présidence belge sur ce sujet, pour vous dire que voilà, la France est quand même plutôt observée en leader sur, au moins en termes de capacité à le mettre dans des textes légaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une dernière main levée. Monsieur. Oui, j'ai Yip. Oui, bonjour, Thierry Yip, Veolia Propreté. Moi, c'était pour des questions moins techniques, enfin, c'est plus des interrogations qui me concernent. Je voudrais les partager parce que j'ai noté plusieurs points. Vous parliez de redynamiser les centres-bourgs. J'ai habité pendant quelques années dans le Lot-et-Garonne. Effectivement, on a une désertification des centres-bourgs où il n'y a plus de vie. Et je me demande si nos modes de vie actuels, finalement, peuvent permettre de redynamiser ces centres-bourgs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commerces sont un peu plus grands, les centres-bourgs, c'est toujours un peu exigu, c'est toujours plutôt difficile d'accès. Donc, ça, c'était une des interrogations, mais je la partage avec moi-même. Après, je la partage avec vous aussi. Mais c'est des questions que je me pose, parce que si l'étalement urbain c'est fait, c'est que effectivement les modes de consommation ont un peu changé et faire un retour en arrière, c'est peut-être pas si simple que ça en tout cas. Ça, c'était le premier point. Vous avez pas mal parlé plutôt d'habitat horizontal, c'est à plusieurs reprises, plutôt pavillonnaire, puisque vous avez dit pour 1 hectare, il y a tant d'habitations. Et il me semble que si on veut limiter l'artificialisation des sols, on est plutôt sur de l'habitat vertical et pas pavillonnaire. Voilà, qui d'ailleurs est plus économe aussi en ressources, a priori, d'après ce que j'entends dire, l'habitat vertical quand on le construit. Ça, c'était le deuxième point. Et après, vous avez aussi parlé du Pas-de-Calais que je ne connais pas beaucoup, mais je connais un peu l'hydraulique aussi. Et il y a l'occupation des sols et effectivement peut-être de l'urbanisation qui a été faite à certaines époques et peut-être encore maintenant de façon pas forcément bien réfléchie. Par contre, il y a des secteurs qui sont un peu spécifiques de par leur topographie, de par leur situation géographique par rapport à la mer. Quand c'est plat, ça s'écoule mal. Et voilà, enfin, j'imagine que ces contraintes-là sont prises en compte enfin, dans le cadre des différents projets, mais c'est vrai qu'à une époque, effectivement, on est allé plutôt sur des structures intercommunales, justement pour mutualiser les espaces disponibles et laisser des zones d'expansion des crues ou des choses comme ça. Voilà, donc c'était plutôt des réflexions générales. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon sur mes réflexions, mais c'est vrai que ça soulève pas mal de choses qui seront sociologiques aussi, d'une façon générale. Voilà, au-delà de la consommation pure et simple des sols. Mmh. Bah, sur la redynamisation des centres-bourgs, hier j'étais en Vendée et j'ai vu des projets en fait extrêmement intéressants. Alors la Vendée, c'est un département qui est particulièrement dynamique, mais qui a une structure en petite ou en très petite ville. Enfin, il y a quand même vraiment beaucoup de petites et de très petites villes en Vendée, et où en fait effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent avoir un pavillon. C'est la raison pour laquelle j'en parlais. C'est que, en fait, contrairement à ce qui a pu être dit par le passé ou exposé dans la presse, le ZAN ne s'oppose pas à l'existence des pavillons. Et on rationalise leur taille et effectivement, on favorise le fait de vivre dans des habitats plus denses. Mais en fait, ça ne veut pas dire que on va construire des bars au milieu des petits villages, ce qui a quand même été dit par certaines personnes. Donc on n'est pas, c'était simplement pour dire qu'on n'est vraiment pas là-dessus. Maintenant, sur la redynamisation des centres-bourgs, en fait, on a certains centres-bourgs qui parviennent tout à fait à se redynamiser, parce que certains centres-bourgs peuvent être
constitués de maisons mitoyennes ou d'espaces qui, enfin, c'est pas nécessairement on n'est pas nécessairement obligé de vivre dans 60 mètres carrés en étant en centre-bourg. En fait, on peut avoir des habitats qui sont tout à fait intéressants et en centre-bourg. Et par contre, là où le mode de vie a effectivement largement diminué l'attractivité des centres-bourgs, c'est que la construction sur une terre agricole, ça coûte rien. Enfin, je veux dire, construire une maison sur une terre agricole, ça coûte rien du tout. Par rapport à venir requalifier un îlot de centre-ville pour en faire quelque chose d'intéressant, pour le coup, au mètre carré de surface habitable, c'est pas du tout rentable de requalifier les centres-bourgs et d'en faire des habitats intéressants. Ça fait que dans beaucoup d'endroits, en fait, les habitats en centre-bourg se sont petit à petit dégradés parce que ça coûtait beaucoup moins cher pour habiter dans le même village d'aller prendre le champ de l'agriculteur qui partait à la retraite pour construire un pavillon que d'acheter une maison en centre-bourg et d'en faire quelque chose de sympa. Donc, en fait, le fait de lutter contre l'artificialisation des sols, bah, ça amène aussi de fait à se recentrer sur l'existant, puisque si en fait on veut venir vivre, ou si les communes veulent continuer à être attractives, elles doivent se réintéresser à ces îlots qui ont pu être délaissés par le passé. Et aujourd'hui, les établissements publics fonciers de l'État, ils interviennent énormément en centre-bourg, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que les établissements publics fonciers de l'État, en gros, jusqu'à 2016-2017, ils faisaient essentiellement de l'extension urbaine. Ils achetaient des grandes surfaces agricoles pour faire des grands projets de lotissement. Aujourd'hui, la quasi-totalité des établissements publics fonciers, ils interviennent en requalification de centre-ville ou en requalification de zones économiques pour faire plus dense, plus intéressant, plus de qualité. Et en fait, c'est vraiment une réorientation des moyens. Donc je pense que c'était pas tellement notre style de vie auparavant que l'orientation de nos moyens où on allait finalement sur le plus facile économiquement. Mais donc l'avantage de limiter l'artificialisation sur sur tout le territoire national d'un coup, c'est que ça réoriente de fait les outils sans désavantager un territoire drastiquement par rapport à un autre. C'est un peu l'idée quand même. Après, sur l'habitat vertical, oui, il est évidemment plus avantageux, mais encore une fois, on ne va pas construire. Enfin, le but n'est pas non plus d'essayer de construire du vertical dans le Lot-et-Garonne. Enfin bon, pour le coup, je pense qu'on se heurte à des réalités économiques et sociales. Mais enfin, on a déjà beaucoup de leviers avant d'aller là-dessus. Enfin, je pense que finalement, on radicalise le débat en parlant de ça, alors que bon, on n'est pas, on a vraiment déjà beaucoup d'efforts qui peuvent être faits avant de parler de verticaliser. Et puis pour finir sur le sujet des crues, au-delà effectivement, il y a des topographies qui sont plus propices aux crues que d'autres, mais il y a quand même un sujet à avoir en tête, c'est que quand il pleut sur un terrain, notamment boisé, grâce aux arbres, on a donc déjà le terrain, enfin les sols qui sont pas artificialisés font éponge. Donc au-delà du fait qu'en fond de vallée, effectivement, les fonds de vallée sont plus propices à accueillir l'eau, bah, elles sont d'autant plus propices quand les terrains plus hauts ne font pas leur rôle d'éponge, puisque du coup ils vont immédiatement déverser l'intégralité des précipitations sur le fond de la vallée. Et ensuite, au-delà du rôle d'éponge, il faut savoir que sur une forêt, quand il pleut, il y a 50% de la pluie qui repart dans l'atmosphère via l'évapotranspiration des arbres. C'est-à-dire que c'est 50% d'eau qui n'arriveront jamais plus bas. Et en fait, au-delà du coup des zones en contrebas qui sont effectivement où il y a des questions de plans de prévention des risques d'inondation, de zones constructibles, pas constructibles, etc. Mais en fait, sur l'ensemble du territoire du bassin versant, le fait de préserver un maximum de sol, c'est un maximum d'éponges qui font que l'eau va se déverser moins vite dans les cours d'eau. Et un maximum d'arbres, c'est un maximum d'évapotranspiration qui fait que c'est de l'eau qui ne va jamais aller jusqu'au dans les cours d'eau, mais qui va être renvoyée dans l'atmosphère au moment des précipitations. Donc en fait, il y a quand même un aspect vraiment systémique à la chose. Donc ça n'exclut pas le fait qu'il y a par ailleurs des zones constructibles et inconstructibles, mais la réflexion doit quand même se penser à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et c'est pour ça que la réduction de l'artificialisation, elle est intéressante pour l'ensemble de la région, en fait. Pas uniquement sur la zone très délimitée où il y a 10 000 l'inondation. euros, la RFA. Oui, Pour deux- pardon, c'est pas chez moi que ça parle. Mais oui, J'ai je coupé. vous rejoins là-dessus. Sur l'ensemble du bassin versant, ça c'est fondamental. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, la réflexion est complexe, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à mutualiser les choses. Et quand je parlais d'habitat vertical, je ne parlais pas de R+10.
Je pense effectivement en centre-ville, R+2, voire R+3, c'est des choses comme ça. Et puis c'est vrai que, comme vous l'avez dit justement, c'est-à-dire qu'en centre-ville, quand vous allez intervenir, ça va coûter beaucoup plus cher aussi. Donc ça renchérit les projets, que ce soit des projets de particuliers ou il faut évacuer les déchets, parce que quand vous avez une requalification, il faut évacuer les déchets, il faut reconstruire derrière, c'est plus complexe pour intervenir. Donc oui, il y a toute une réorientation avec probablement des surcoûts par rapport, comme vous dites, c'est-à-dire que vous achetez une terre agricole ou qui est requalifiée qui est à l'écart, finalement, il faut la viabiliser et puis après le reste, bon, ça va, on part de zéro, donc ça coûte toujours moins cher. Et je vous rejoins sur ce point-là, bien entendu. D'où les réflexions, comme je disais, qu'on va avoir sur la fiscalité, en fait, non pas pour prélever plus ou moins, ça c'est plutôt d'un niveau politique, mais ne serait-ce que pour se poser la question de la cohérence de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle du fait que ce soit plus cher de requalifier des zones déjà construites, aujourd'hui, la fiscalité n'est pas du tout avantageuse pour le faire. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de prime à la requalification de bâtiments par rapport au fait justement d'acheter un champ et de construire dessus. Aujourd'hui, la fiscalité elle est très peu différenciante. Il n'y a pas d'incitation ou de désincitation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore une petite minute? J'avais deux petites interrogations, mais si c'est trop tard, je Bien sûr. comprends. Non, allez-y, allez-y. Juste pour la consultation sur les projets d'envergure nationale, j'ai compris que c'était en consultation dans les régions. Est-ce qu'il y aura directement consultation du public ou est-ce qu'on va avoir une consultation des opérateurs économiques avant et à votre avis, dans quel délai? Et peut-être que j'ai mal compris, mais je voudrais juste clarifier. J'ai compris que pour les régions, dans l'ensemble des régions, on divisait par 2 et ce, peu importe le niveau initial d'artificialisation, et qu'ensuite, il y avait des objectifs territorialisés où on prenait en compte là le niveau d'artificialisation et les sols, etc. C'est-à-dire que dans les régions, on divise par 2. Donc, une région qui aurait un niveau d'artificialisation bien plus élevé ou bien moindre qu'une autre serait avantagée ou désavantagée, entre guillemets. Enfin, je veux dire, la région s'est divisée par 2, peu importe le niveau initial d'artificialisation. Est-ce que j'ai bien compris ce point-là? Oui, alors, donc sur la question de la consultation des projets d'envergure nationale et européenne, on a donc effectivement la consultation qui est en cours au niveau des régions. Je suis désolé, mais j'ai un doute sur le fait qu'il y aura une consultation du public ou pas, puisque si ça avait été un décret, il y en aurait forcément eu une, comme c'est un arrêté, je suis pas sûr. Donc là-dessus, je pourrais vous répondre. Enfin, il faut que je sollicite mon collègue juriste et il faut que je vous répondrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour le coup, pour les SRADET, pour les schémas régionaux, il y a forcément une consultation du Oui. public. Ensuite, sur la division par 2 dans toutes les régions, effectivement, c'est indépendant. Enfin, toutes les régions sont logées à la même enseigne en fonction donc en fonction de ce qu'elles ont consommé sur la décennie passée. C'est un point qui n'a pas été remis en cause par la proposition de loi de cet été, puisque et proposition de loi qui a été votée de manière quasi unanime par l'Assemblée et par le Sénat, parce qu'en réalité, les régions, comme on est sur des grandes régions, la différenciation est quand même extrêmement compliquée à faire, au sens où les dynamiques régionales sont finalement des dynamiques très larges. Enfin, je veux dire, le fait de dire que telle ou telle région aurait besoin de plus ou moins de consommation d'espace est extrêmement difficile à prendre. Et par ailleurs, il y a le sujet, comme on l'indiquait, des bassins versants ou de la biodiversité, qui font que de toute façon, on doit réduire sur l'ensemble du territoire. Enfin, on ne peut pas se dire qu'on va complètement artificialiser une région. Cela dit, il y a quand même eu des exemptions qui ont été faites. Donc la réduction de consommation de moitié, elle concerne toutes les régions dotées d'un SRADET, pour être plus précis. Et donc ça ne Ok. concerne pas l'Île-de-France, la Corse et les Outre-mer, Ok. où il a été jugé que pour le coup, les besoins en développement étaient trop spécifiques pour pouvoir, notamment dans le cas de l'Île-de-France, qui réduit sa consommation d'espace de manière très forte par rapport aux autres régions. Du coup, il ne lui est pas demandé de diviser par 2 sa consommation d'espace sur la décennie qui vient, parce qu'en fait, elle a déjà fortement diminué sa consommation d'espace.
Et pour les Outre-mer, il y a des questions de développement économique qui impliquaient du coup de ne pas diviser par deux. Donc pareil, c'est des régions qui ont été sorties. Mais sur l'ensemble des autres régions, il apparaissait comme très compliqué de les différencier trop fortement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très intéressant. On est preneur de votre retour sur la mise en consultation ou non de l'arrêté, puisqu'on avait plaidé pour l'insertion de la logistique, en tout cas de certains grands projets logistiques dans les projets d'envergure nationale. Donc, on pourra peut-être resoumettre cette idée si consultation il y avait. Si je peux me permettre, Euh, France, pardon, oui. a priori, nous qui sommes en cours toujours là au niveau de la Nouvelle-Aquitaine sur le Stradet, il n'est pas prévu dans le calendrier et c'est en cours là justement, il y a eu des réunions déjà, une commission au sein du Conseil régional pour travailler sur les grands projets. Il n'a pas du tout été prévu et il n'est pas prévu toujours que nous soyons consultés, que le public soit consulté. Donc c'est une consultation entre associations de collectivités sur la base de projets qui ont été remontés et dans le calendrier, il y a 0 consultation publique prévue. Bon, voilà. Mais sur le Drifeux, par exemple, à Paris, c'est en Île-de-France, pardon. La consultation est en cours, là. Je crois que ça s'arrête mi-mars, Ça s'arrête ce pour le week-end. coup. Sur l'Île-de-France peut-être, mais comme apparemment c'est un peu particulier, l'Île-de-France, voilà. Donc, mais en tous les cas, ici en Nouvelle-Aquitaine, non, ça joue pas à notre niveau. Ok, bien pris. Alors, une précision sur l'Île-de-France. Philippe Munier, donc délégué régional TLF Île-de-France. La consultation publique s'arrête samedi. Samedi, pardon. 16 mars. Merci Philippe, excuse-moi. On y a contribué. Ah oui, on est en mars, pardon. Tout d'un coup, je m'imaginais en février. Mais nous sommes en mars. Bon, merci à tous. Grand merci, Monsieur Thierry, pour votre intervention. On vous diffusera tout de suite là, à la suite de l'échange, les slides. Et puis, on va créer un accès sur le site pour les personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Encore merci et bonne journée à tous.